Salut à tous, c'est FitMindBody et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo YouTube. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très belle année 2025 sur tous vos plans. Qui dit nouvelle année dit forcément nouvelle saison de cyclisme. Ça va être le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison. On va regarder ensemble les nouveautés dans le cyclisme, les transferts, les prolongations, les équipes du World Tour et puis à la fin, on fera une petite perspective pour 2025. Le but avec ces vidéos, c'est que vous soyez au courant de toutes les nouveautés qu'il y a eu pendant l'intersaison et que vous soyez prêts à regarder toutes les courses World Tour 2025. Comme chaque année, il y aura beaucoup de nouveautés dans le cyclisme et j'ai essayé de vous sélectionner les 8 choses les plus importantes pour 2025. On démarre tout d'abord avec les cartons jaunes, grande expérimentation de 2024 qui verra bien son jour officiellement en 2025. Les sanctions seront pour tout le monde, aussi bien les coureurs, les membres de staff, les mécaniciens, les journalistes, toute personne qui participe à la course. Voici le règlement. 2 cartons jaunes sur une même course, que ce soit une course d'un jour ou une course par étape, sera signe d'exclusion plus 7 jours sans course. 3 cartons jaunes sur une période de 30 jours sera égal à 15 jours sans course. Et pour finir, 6 cartons jaunes sur une année entière sera signe d'un mois sans course. Je vous laisse me dire en commentaire, selon vous, quel sera le premier coureur qui aura 6 cartons jaunes dans la saison. Deuxième nouveauté pour 2025 qui n'est ni plus ni moins qu'un élargissement des règles concernant les ravitaillements. Désormais, il y aura des zones spécifiques tous les 30 à 40 km et le ravitaillement pourra aussi se faire par les voitures. Mais par contre, il n'y aura plus de membres de staff un peu dispatchés partout sur les courses pour ravitailler. Cela sera désormais interdit. Les raisons, c'est tout simplement d'augmenter la sécurité, la collecte des déchets dans des zones spécifiques et aussi de réduire les inégalités qu'il y avait avec les équipes. Forcément, les équipes qui avaient un gros budget avaient la capacité de mettre des membres de staff un peu partout sur la course pour ravitailler. Désormais, ça ne sera plus possible. La voie se fera uniquement par les voitures et les zones de ravitaillement. Troisième nouveauté pour 2025, encore une fois une expérimentation de 2024. Désormais, les temps pourront être gelés de 3 jusqu'à 5 km pour les étapes de sprint. Vous savez, c'était une règle qui consistait à geler les temps dans le final pour éviter d'avoir trop de monde au sprint et de provoquer des chutes collectives. Quand il y avait une chute collective, les coureurs étaient reclassés dans le temps du vainqueur ou du peloton qui suivait. Mais désormais, si un coureur tombe seul, il ne pourra pas être reclassé. Alors je trouve que cette réglementation va avoir des limites parce qu'imaginons qu'un coureur tombe à cause d'un autre qui tombe seul, il ne sera pas reclassé. Alors on verra comment les jurys réagiront face à une situation comme celle-ci. Mais voilà, pour moi c'est une réglementation qui peut avoir ses limites. Quatrième nouveauté, toujours dans le but de vouloir limiter les chutes dans les sprints finaux. Désormais les coureurs auront interdiction d'utiliser les radios dans les derniers kilomètres de la course. Ils ne pourront plus lever les bras pour célébrer les victoires des coéquipiers, ni non plus bloquer d'autres coureurs. Tout ça dans le but de limiter les chutes. Cinquième nouveauté, une petite réglementation supplémentaire au niveau des maillots. Certaines équipes avaient encore en 2024 des maillots qui pouvaient se confondre avec les maillots des leaders, meilleurs grimpeurs, meilleurs sprinteurs. Désormais, la législation sera encore plus élevée et les équipes auront ordre de ne pas porter un maillot qui pourrait être confondu avec un maillot de leader. Sixième nouveauté, une nouvelle course au calendrier World Tour. Ce sera la 36e après l'UAE Tour et Bruges-La-Panne, les deux dernières en date en 2019. Désormais, la Copenhagen Sprint aura sa place dans le calendrier World Tour. Elle aura lieu le 29 juin, juste avant le Tour de France. La course se déroulera au Danemark, sur l'île de Sealand, un départ de Roskilde et une arrivée à Copenhague, passage devant des lieux emblématiques du Danemark. La course fera 260 km pour les hommes, dont 5 fois un circuit de 10 km dans le final, et 160 pour les femmes, dont un circuit de 3 fois 10 km dans le final. La course sera totalement dédiée aux sprinteurs sur le parcours plat du Danemark. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les bordures de mer pourraient provoquer des petites bordures? Bon, on peut avoir des doutes parce qu'il y aura quand même un circuit de 5 fois 10 km dans le final, donc il y aura le temps de remettre les choses en place. Ça devrait être une course totalement dédiée aux sprinteurs chaque année. Septième nouveauté pour 2025, la réglementation concernant l'inhalation au monoxyde de carbone va évoluer. C'était un grand débat en 2024. Vous savez, c'est un gaz incolore et inodore qu'on peut se servir en laboratoire pour mesurer la masse d'hémoglobine présente dans le corps. C'est une protéine qui permet de transporter l'oxygène vers les organes et surtout les poumons, indispensable dans un sport d'endurance. Ce test était utilisé par quelques équipes dans le World Tour. Il était jusque-là légal. Mais Lucie et Lama se sont demandé si le fait de respirer ce gaz ne pourrait pas provoquer la sécrétation d'hémoglobine, donc en fait simuler les effets d'un stage en altitude, en quelque sorte du dopage artificiel. Alors cette technique, elle s'est avérée tout de suite contre-productive parce que c'est un peu comme respirer les gaz d'un pot d'échappement, parce que c'est le même gaz. Donc forcément, c'est plus toxique
que bénéfique. Néanmoins, la MILUCI vont se prononcer et vont très certainement interdire ce procédé, même pour faire des tests. Et enfin, 8e et dernière nouveauté, nous allons faire face une nouvelle fois à des sponsors de plus en plus exigeants. Alors, ce n'est pas forcément une nouveauté, mais cela ne va faire que s'accroître. Désormais, on est dans un cyclisme très professionnel où le moindre coût est calculé. Cette année, c'est une année cruciale pour le World Tour puisque des équipes vont descendre de division et d'autres vont monter. Forcément, cela joue beaucoup. On le voit d'ailleurs au niveau des noms des équipes. Les noms changent sans arrêt. Si on prend par exemple l'exemple de l'équipe Jumbo-Visma, avant on avait Lotto Enel Jumbo, après le team Jumbo-Visma, maintenant c'est Team Visma Lease a Bike. Cela change tout le temps en fonction des sponsors. On en attend de plus en plus au niveau des coureurs. Et ça va forcément beaucoup influencer sur les courses. On passe à la partie de la vidéo qui va peut-être le plus vous intéresser, les transferts. Il y a eu pas mal de mouvements, mais j'ai décidé de sélectionner pour moi les 20 plus importants en termes de leader, de coéquipier ou de révélation. On démarre tout de suite avec Lenny Martinez, le Français qui quitte la FDJ qui l'avait formé. On aurait aimé le voir un petit peu plus longtemps dans une équipe française. Malheureusement, il a décidé de partir à la Bahreïn. J'espère que pour lui, ça réussira. Ensuite, nous avons la Red Bull Bora qui a signé 4 gros contrats. Phil Fisher Black, un nom quand même original, qui était un coureur de l'équipe UAE, un jeune coureur qui était très prometteur dans l'Océanie. Ils ont décidé de le recruter. Je pense que ça va être une bonne chose. Je pense que c'est un coureur qui va éclore chez cette équipe. Ils ont aussi recruté Laurens Pitty. Alors là, je pense pareil, c'est une grosse perte pour la FDJ et au contraire, un gros gain pour la Red Bull. Pour moi, c'est un très gros potentiel. L'année dernière, il m'a impressionné sur Paris-Roubaix. Il finit 7e, mais que derrière des Van Der Poel, des Philipsen, des Matt Pedersen. Franchement, je pense qu'il y a un gros potentiel. Ils ont également signé Jan Tratnik. Donc, ça sera un Slovène qui viendra aider Primož Roglic. S'ils s'entendent bien, ça peut aider quand même d'avoir quelqu'un de la même nationalité dans son équipe. Puis Jan Tratnik, on le connaît, c'est quand même une valeur sûre. Ils ont comme 4e coureur Maxime Van Gils qu'ils ont signé la révélation de 2024. Je pense que c'est une très bonne chose pour la Red Bull Bora qui a une équipe vraiment centrée sur les courses par étapes. Avec Maxime Van Gils, ils pourront aller jouer un peu sur les classiques et les monuments. Ça permet de rapporter des points, notamment pour le classement UCI, mais aussi en termes financiers, c'est quand même quelque chose d'important. Nous avons ensuite Stefan Bissegger, le rouleur qui a signé chez Decathlon AG2R. Un bon recrutement pour Decathlon, ça va permettre de pouvoir signer quelques belles performances sur les contre-la-montre. Nous avons ensuite Kasper Asgreen qui est parti chez Education First. Alors Kasper Asgreen, le problème c'est que c'est un coureur, c'est quand même un coureur qui a remporté le Tour des Flandres, qui a remporté les étapes sur le Tour de France. Mais voilà, c'est un peu les montagnes russes avec lui. J'espère qu'il réussira bien dans cette équipe. Nous avons ensuite 2 coureurs qui ont rejoint la FDJ, Rémi Cavena et Guillaume Martin, les 2 Français. Je pense que c'est une bonne chose. Ils ont rejoint la meilleure équipe française du moment. En plus de ça, ça renforce quand même l'idée de la FDJ qui est de rester quand même dans une dynamique avec beaucoup de Français. Je pense qu'ils vont quand même augmenter un peu leur performance dans cette équipe. Nous avons ensuite un autre Français, Axel Laurence, qui a signé chez Ineos Grenadier. Il a fait le choix de partir là-haut. On verra bien ce que ça donne. Nous avons ensuite Ben O'Connor. Alors là, gros transfert quand même, parce qu'il a quand même réalisé une saison 2024 extraordinaire. Il a signé chez la Jayco. Je ne comprends pas trop pourquoi il est parti de chez Decathlon, parce qu'il avait quand même une équipe pour lui, avec une équipe quand même très grandissante, qui a réalisé des très grosses performances en 2024. Bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, la Lidl Trek a recruté Soren Kragh Andersen et Lennart Kamna pour amener un peu de l'expérience dans cette équipe. C'est également une bonne chose. Un autre gros transfert, Thomas Pidcock qui a signé chez Q36.5. Alors là, ça a été quand même une grosse surprise, lui qui était chez Ineos. Alors, surprise, oui, non, parce que je pense que pour tous ceux qui ont vu le documentaire Netflix, on a un peu vu quand même que Pidcock, il aimait être le patron dans une équipe et malheureusement chez Ineos, il n'y a pas que lui comme grand coureur. Bon là, c'est sûr que désormais, là, il va être leader chez cette équipe, mais bon, ça reste une équipe de 2e division. Il n'est pas sûr d'être invité à chaque fois sur les courses World Tour. Bon, on verra ce que ça donne. Nous avons ensuite Ethan Hayter qui a été recruté par la Quick Step. Jonathan Narvaez par l'équipe UAE. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'un des seuls coureurs qui a été capable de battre Pogacar sur la première étape du Giro, mais en tout cas, ils l'ont recruté. Ensuite, nous avons le Team Visma Is The Bike qui a décidé de recruter quand même 2 gros monstres. Simon Yates, donc
pour un rôle de leader sur les courses où il n'y aura pas Vingegaard et un rôle de coéquipier quand il y aura Vingegaard. Et aussi Victor Kampenaerts qui a remporté cette magnifique étape sur le Tour de France l'année dernière. Un pur rouleur, mais aussi un coureur très polyvalent qui va apporter beaucoup dans cette équipe. Et l'équipe va également beaucoup lui apporter. Et enfin, pour finir, la Tudor qui réalise quand même 2 très gros transferts pour une équipe de 2e division. L'arrivée de Julien Alaphilippe et de Marc Hirschi. Ça va être un gros défi, aussi bien pour l'équipe que ces 2 coureurs. J'espère les voir sur les classiques et les monuments, peut-être en mesure de gagner. Alors on verra face à des mecs comme Van Der Poel, Wout van Aert, ou même Pogacar surtout. Mais je pense que ces 2 coureurs ont besoin d'un petit leadership dans leur équipe. Marc Hirschi, on l'a vu chez l'équipe EAE, quand il était coéquipier, c'était pas terrible. Par contre, dès que l'équipe lui donnait carte blanche, là il réalisait des performances. Donc je pense que c'est un coureur qui a besoin aussi d'être tout seul, de pouvoir d'avoir des certaines libertés. Donc je pense que c'est un bon transfert. Voilà, pour moi, c'est les 20 plus gros importants. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour vous, quels ont été les bons choix aussi bien pour les coureurs que pour les équipes, ou s'il y avait des transferts qui auraient pu intégrer ce top 20. On passe aux prolongations, un élément un peu moins important, mais on va en parler quand même rapidement parce que ça donne une idée des équipes qui veulent investir à long terme sur leurs coureurs. Je vous en ai également sélectionné 20 pour moi les plus importants. Callum Gross qui a signé jusqu'en 2026 avec la Alpecin. Mathieu Van Der Poel jusqu'en 2028, plus un contrat de 10 ans avec le sponsor Canyon. Ça veut dire que Van Der Poel va rouler sur un Canyon quasiment jusqu'à la fin de sa carrière. Philipsen également jusqu'en 2028. Donc là, on comprend que l'équipe Alpecin investit à long terme. D'ailleurs, ils ont fait un très léger recrutement cette année. Côté Red Bull Bora, beaucoup de prolongations aussi. Lipovitz, Vlasov et Hindley, mais il n'y a pas de date de définie actuellement. Si quelqu'un a l'information officielle, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Félix Gall, prolongé jusqu'en 2026 par la Decathlon AG2R. Ça, c'est une très bonne chose également. Romain Grégoire jusqu'en 2027 pour la FDJ. Joshua Tarling et Timen Arensmans jusqu'en 2027 pour la Ineos Grenadier. Biniam Girmay jusqu'en 2028 pour Intermarché. Donc là, on a bien vu qu'ils ont réussi à gagner quelques courses l'année dernière avec, de très belles courses avec les étapes sur le Tour de France. Ils veulent le garder très clairement. Ensuite, nous avons Mathias Skelmose qui a signé jusqu'en 2026 avec la Lidl Trek. Et ensuite, beaucoup de prolongations chez l'équipe EAE. Isaac Del Toro, le jeune espoir, jusqu'en 2029. Marc Soler jusqu'en 2027. Michael Berg 2027 également. Et forcément, Tadej Pogacar jusqu'en 2030. L'équipe EAE a aussi prolongé d'autres coureurs. Côté Visma Lease Bike, nous avons la prolongation de Kuss jusqu'en 2027 et de Jonas Vingegaard jusqu'en 2028. Et surtout, Wout van Aert qui signe un CDI. C'est une première dans l'histoire du cyclisme. Alors, coup de pub ou réel avantage pour lui et son équipe. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de tout. N'hésitez pas à nous dire aussi votre avis sur ça, parce que c'est quand même une grande nouveauté du cyclisme. Et pour finir, Jonas Abrahamsen qui a signé jusqu'en 2028 avec l'équipe UnoX, lui qui a fait une très belle impression sur le Tour de France. L'équipe veut le prolonger pour passer en World Tour. On en parlera juste après. Les confirmations pour 2025, j'ai décidé de vous en sélectionner 10. On parle bien des coureurs qui ont montré de belles choses sur le World Tour en 2024, mais qui doivent confirmer, comme par exemple Derek Guy Jorgensen, qui avait montré de belles choses en 2023 et ont confirmé en 2024 avec leur place dans le top 10 du général du Tour de France. Ici, on ne parlera donc pas des néo-pros, des futurs prometteurs dans ce sport, mais si vous voulez qu'on en parle dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire. On démarre avec Maxime Van Gils, plusieurs top 10 l'année dernière sur le World Tour, il a impressionné sur les classiques. J'espère que chez la Red Bull Bora, il va confirmer. Arnaud Delis qui avait déjà impressionné en 2023, il a remporté beaucoup de courses en catégorie 2 et 3 mondiales, des belles places d'honneur dans le top 10 sur les sprints au Tour de France, mais on attend de lui des belles victoires sur le World Tour en 2025. Phil Fischer-Black, l'UAE s'en est séparé, la Red Bull l'a récupéré, c'est un grand espoir, il a quand même gagné beaucoup de courses en deuxième catégorie mondiale, de belles performances sur le continent océanique. Pour moi, il y a un gros potentiel chez ce coureur. Lennart Van Helvelt qui a remporté le Tour des UAE et 7e au Tour de Lombardie. Impressionnant aussi ce coureur. Antonio Tiberi, 5e du Tour d'Italie. Je pense que pas beaucoup auraient fait ce pronostic. Pareil, un coureur qui doit confirmer. Stefan Williams qui a remporté le Tour Down Under et la Flèche Wallonne sur des conditions climatiques exécrables. Israël doit confirmer, en plus ils l'ont prolongé. Il doit gagner des courses en 2025. Florian Lipovitz.
coureur qui nous a tous impressionnés en 2024, 7e de la Vuelta, 3e du Tour de Romandie, mais surtout, il a montré qu'il était capable de vraiment accompagner les meilleurs sur tous les terrains. On verra en 2025 ce que ça donne avec la Red Bull Bora. Isaac Del Toro, l'UAE l'a prolongé jusqu'en 2029. Il a fait plusieurs top 10 sur le World Tour, donc quand même, je pense que si l'UAE l'a prolongé, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un gros potentiel chez ce coureur. Lorenz Pitti, on en a parlé tout à l'heure, 7e à Paris-Roubaix, il a remporté la Cadel Evans Great. Pareil avec la Red Bull Bora, normalement ça ne devrait que confirmer en 2025. Et pour finir, Jonas Abrahamsson, vous l'avez tous vu sur les échappées sur le Tour de France. J'espère que ce coureur, on va le revoir parce que franchement, on a vu tout de suite qu'il avait du panache, qu'on a envie de le regarder, on a envie de le voir partir, attaquer, se lancer dans des trucs absolument fous. Et pour moi, UnoX l'a prolongé dans le but de pouvoir passer en World Tour l'année prochaine, donc j'espère le voir sur toutes les courses cette année. On passe aux équipes. Les 18 du World Tour 2024 sont les mêmes en 2025. Les deux premières de Pro Team, la deuxième division mondiale, c'est-à-dire l'Auto Destiny et Israel Premier Tech, sont invités sur toutes les courses World Tour. La troisième UnoX sera invitée uniquement sur les courses d'un jour. Et pour les autres équipes de Pro Team, il faudra faire ses preuves en étant invité par ASO sur le World Tour. Cette année, c'est une année cruciale parce que c'est la dernière année de la licence 3 ans World Tour, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on saura quelles équipes vont monter et descendre. La différence, c'est que dans le cyclisme, c'est possible que les 18 équipes World Tour restent les mêmes d'une licence à une autre. Il suffit tout simplement que les 18 restent dans le top 18. Mais cette année, ça ne sera pas le cas. Certaines équipes vont monter et d'autres vont descendre. On va regarder le classement ensemble. Alors, pour la première place, bien évidemment, c'est l'équipe UAE. Elle restera à la première place, aucun souci. Pareil pour la Visma, elle restera à la deuxième place. Ensuite, on a 3 équipes que je vois descendre dans le classement UCI. C'est la Soudal Quick-Step, la Lidl Trek et Ineos Grenadier. Pour moi, ils ne sont pas sur une bonne dynamique. La Soudal, même avec Evenepoel, ils se sont séparés de beaucoup de coureurs comme Asgreen, Alaphilippe. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils vont marquer beaucoup de points. Surtout que déjà, Evenepoel, on sait que le début de saison, ça va être difficile en revenant de blessure. Parce que derrière, il y a 3 équipes qui pour moi ont une bonne dynamique et qui vont monter. La Red Bull Bora forcément avec de gros investissements et un très gros recrutement. Mais aussi la Alpecin avec quand même Van Der Poel et Philipsen qui sont des valeurs sûres. Et la FDJ de par le collectif assez vaste qu'ils ont, ils marqueront des points un peu partout. Donc je les vois quand même monter un peu dans ce classement. 9e place, et là ça commence avec la Lotto Destiny qui est une équipe de 2e division. Donc là aucun doute, ils vont monter en World Tour. Bon, je les vois quand même descendre un peu dans le classement UCI, mais ils feront partie des 18 premières équipes, ça, il n'y a aucun souci. 10e place, la Bahreïn, je les vois à peu près se maintenir autour de cette place-là. Decathlon G2R, je les vois monter un petit peu dans le classement UCI. Education First, un peu comme Bahreïn, je les vois se maintenir autour de la 10-12e place. Movistar, je les vois descendre tout simplement parce qu'il n'y a pas de dynamique autour de ces équipes. Là, il n'y a encore pas eu de recrutement. C'est un peu bizarre ce qui se passe dans cette équipe. Après, nous avons Israel Premier Tech, encore une équipe de 2e division, donc qui est quasi assurée de passer en World Tour. Ils finiront dans le top 18. La Jayco Alula qui devra également monter avec l'arrivée de Ben O'Connor. Et Intermarché qui a prolongé Girmay qui espère se maintenir en World Tour. L'équipe DSM va être dans une position inconfortable. Pour moi, c'est l'équipe qui peut monter ou descendre, ça va se jouer à pas grand chose. La Cofidis et Arkea qui sont actuellement au World Tour, mais malheureusement, je les vois descendre dans le classement UCI et peut-être même passer en 2e division. UnoX, équipe de Pro Team, 2e division, pourrait monter en World Tour s'ils réalisent une très bonne saison. Astana, ils sont en mauvaise position parce qu'ils sont en World Tour, mais ils sont 21e. Mais pour autant, je les vois monter. Ils ont fait un très gros recrutement. Ils ont la volonté de vouloir remonter ces 3 places qui leur manquent. Je pense que ça devrait le faire. Pour le team Total Direct Energy, donc Pro Team, il n'y aura pas de montée. L'équipe n'a pas une bonne dynamique pour moi. L'équipe Tudor, alors là, avec l'arrivée de Julien Alaphilippe et Marc Hirschi, ça va forcément marquer des points. Est-ce que ça sera nécessaire pour monter en World Tour? Ça va être très difficile, il y a un gros retard à rattraper. Mais écoutez, on va y croire pour cette équipe. Pour Q36.5, je les vois également monter dans le classement, mais je ne les vois pas monter en World Tour. Et pour finir, la 25e place avec l'équipe VF Rouf Bardiani. Eux, je les vois au contraire redescendre dans ce classement UCI. Voilà un petit peu pour l'ensemble de cette équipe.
Ça va être quand même chaud patate pour les montées et les descentes. Ça va se jouer à pas grand chose pour beaucoup d'équipes. On termine la vidéo par une petite perspective pour 2025. À l'heure actuelle, il n'y a eu aucune course World Tour. Tous les coureurs sont en stage, on ne connaît pas du tout leur niveau. Donc pour les pronostics, on verra ça très prochainement dans les vidéos de preview des courses qui vont arriver sur la chaîne. Mais je sais qu'une question vous trotte tous dans la tête. Est-ce que Tadej Pogačar va tout exploser en 2025 comme en 2024? On rappelle quand même qu'il a gagné l'Estrade Bianche, le Tour de Catalogne, Liège-Bastogne-Liège, Tour d'Italie, Tour de France avec 6 victoires d'étape sur chacun d'entre eux, champion du monde, Tour de Lombardie, plus quelques autres courses moins importantes. C'est la plus belle saison qu'un cycliste ait réalisée depuis Bernard Hinault ou Eddy Merckx. Il n'y a pas tout simplement mieux. Il n'y a aucun coureur qui a été capable de faire mieux depuis plus de 30 ans. Alors la question, va-t-on assister à une même domination en 2025? La réponse c'est non, pour deux raisons. La première déjà, c'est quasi impossible de faire mieux. La plupart des courses qu'il a gagnées, elles se déroulaient en même temps que d'autres courses. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps pour pouvoir tout gagner. Et la deuxième raison, c'est que l'année dernière, il a quand même été aidé par des nombreuses chutes qu'ont eu ses principaux concurrents, notamment la chute qu'il y a eu autour du Pays Basque avec Evenepoel, Vingegaard et Roglic. Mais Wout van Aert a aussi chuté sur 2 courses l'année dernière. Donc il a eu très peu de concurrence. Les seuls qui pouvaient le battre, ils n'étaient pas présents. On a eu que sur le Tour de France, on a eu un petit peu de suspense avec Vingegaard et Evenepoel, mais ça a quand même été très vite réduit. Bon, j'espère dans tous les cas qu'on va assister à un spectacle entre tous ces coureurs en 2025 et surtout qu'ils seront au départ des mêmes courses pour pouvoir avoir une très grosse concurrence. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison va vous aider à préparer 2025 au mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner sur YouTube et Instagram, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire votre avis sur les nouvelles réglementations du CI, les transferts, vos perspectives pour 2025. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.